Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. On parle de Tony Ferguson contre Michael Chandler. C'est Ariel Helwani, fameux journaliste bien évidemment, qui a dit que c'était en préparation pour le mois de mai prochain, UFC 274, le numéro 5 contre le numéro 9. Ils sont sur des séries de victoires bien évidemment tous les deux, mais on vous explique pourquoi c'est intéressant en termes de match-up et en termes d'excitation pour nous bien évidemment, parce que là, retour aux affaires pour deux des principaux acteurs du monde du MMA et de cette catégorie des moins de 70 kg au cours des dernières années. Rust, j'espère que ça va par ailleurs. Ça va super, merci. Formidable, générique. Swear. Big Rusty, Michael Chandler, Tony Ferguson, pourquoi est-ce une bonne idée finalement ? Parce que ça a vachement de sens en fait, hein. Quelle que soit la manière dont on retourne le truc, c'est vraiment génial parce que Tony Ferguson, de toute façon, c'est bien parce qu'il quelqu'un d'autre qu'un adversaire qui serait très en vue, ce serait presque pas juste, tu vois, tellement il a fait pour la catégorie. En même temps, du coup, on a Michael Chandler qui est lui sur 2 défaites consécutives, même si c'est contre la première contre Charles Oliveira pour le titre et la deuxième contre Justin Gaethje pour un combat de l'année. Mais néanmoins, il est quand même sur du coup une dynamique, même si on n'a pas l'impression parce qu'il fait des gros combats à chaque fois, qui est quand même une dynamique qui est entre guillemets descendante. Enfin voilà, si on devait mettre un mot dessus. Donc c'est un combat entre deux personnes qui veulent se relancer quoi qu'il arrive et qui sont pour Tony Ferguson une légende de la catégorie, ça c'est clair, et pour Michael Chandler quelqu'un qui est quand même en train de se cimenter aussi vraiment dans. Il est en train de cimenter sa place dans l'histoire de la catégorie aussi, quoi qu'on en dise, parce que l'année 2021 qu'il a réalisée, et puis même au Bellator, chargé. Même au Bellator. Ouais. Ah oui, au Bellator, c'est une des plus grosses légendes du Bellator. Et quand il arrive à l'UFC et qu'il fait ce qu'il a fait en mettant KO Dan Hooker, gros combat, énorme combat pour la ceinture contre Charles Oliveira, ensuite combat de l'année contre Justin Gaethje, tout ça en 2021. Enfin vraiment, de janvier à novembre, il a fait un espèce de run, mais un truc monstrueux. Donc ça fait plaisir parce que c'est un combat où les fans s'y retrouvent. C'est une dragée pour les fans, ce combat-là, parce que les deux sont ultra spectaculaires. Michael Chandler est en pleine bourre. Tony Ferguson, il y a un très clair déclin, mais il a cette place dans le cœur des fans. Il a tellement offert aux fans, il a tellement donné pour le sport, il a tellement toujours été spectaculaire, quoi qu'il arrive, que de toute façon maintenant, jusqu'à la fin de sa vie, on aura envie de regarder Tony Ferguson, sauf si vraiment il y a un clair déclin au niveau de la santé, et dans ces cas-là, on souhaitera juste qu'il arrête. Mais et ça commence un petit peu à être le cas. Mais sinon, non, c'est un combat qui est, vraiment, c'est pour les fans. Ça fait plaisir parce qu'en plus, ça a du sens pour les deux, comme ils sont dans des dynamiques relativement similaires. Donc non, franchement, je sais pas pour toi, mais je pense que là, personne ne se plaindra de ce combat, c'est génial, quoi. Et ça permet de revoir Tony, donc juste pour ça, c'est génial. Coucou, oui, mais pour toi, Rusty, est-ce que le déclin de Tony Ferguson ne vient pas aussi du fait des adversaires qui lui ont été présentés? Je m'explique, le combat contre Justin Gaethje, mine de rien, c'est vrai que beaucoup disent qu'il a changé Tony Ferguson, même s'il a eu ses moments, on pense notamment au fameux knockdown sur l'uppercut, ensuite il a été dépassé par Justin Gaethje qui appartient à la crème de la catégorie, et ensuite il a affronté 2 purs profils de grappleurs qu'il n'avait pas affronté jusque-là en carrière, et on s'est clairement dit, ah oui d'accord, c'est ce qui se serait passé potentiellement lors d'un choc face à Khabib, mais jusqu'à ces 2 combats-là, donc Charles Oliveira et Benil Dariush, il n'avait pas affronté ce profil d'adversaire. Donc est-ce qu'on est vraiment dans un déclin ou tout simplement dans une question de match-up pour Tony Ferguson qui fait que là, il n'a pas vraiment eu la possibilité de s'exprimer au cours de ces 2 dernières sorties? Je pense qu'il y a des deux, dans le sens... c'est clair que quand tu affrontes les 3 derniers qu'il a affrontés, forcément, si t'es dans un mauvais jour ou si tu as un tout petit déclin, ça pardonnera pas parce que c'est des assassins, ces gars-là. Enfin, déjà, Justin Gaethje, Charles Oliveira, je veux dire, il n'y a même pas besoin de faire une phrase après, en fait. Juste les 2 noms se suffisent à eux-mêmes pour voir un petit peu de qui on parle et qui il a affronté. Et Benil Dariush, pareil, hein, c'est simplement que là, il n'a pas eu l'occasion de s'exprimer et il est blessé, donc on ne le verra pas contre Makhachev, mais il est ultra chaud, Benil Dariush. Donc, il y a les adversaires qui font que c'est très difficile de briller. Enfin, c'est-à-dire que c'est difficile quand tu es un attaquant de briller face aux meilleurs défenseurs du monde. En MMA, c'est pareil. C'est très difficile de briller quand tu es face au tout meilleur que la planète a à offrir. Mais néanmoins,
quand même, c'est assez visible sur ses dernières apparitions qu'il y a physiquement, il est plus aussi rapide qu'avant, vraiment. Il est plus aussi rapide, il est plus aussi explosif. Alors, il a jamais été explosif comme un Edson Barbosa, mais on est tous explosifs à notre degré, enfin à notre niveau à nous. Chacun, quels que soient les types de muscles qu'on a, des fast twitch ou slow twitch muscle, enfin bref. Mais il l'est quand même moins qu'avant. Il est moins affûté, il est moins incisif qu'avant. Et ça se voit dans ses déplacements, dans les coups qu'il envoie, dans sa vitesse d'exécution. Donc, je pense qu'il y a des deux, et c'est ça qui fait que sur sur ces 3 derniers combats, ça n'a pas été disputé. Contre Justin Gaethje, il a eu des bonnes phases, des bonnes séquences, mais les dernières minutes, les derniers rounds du combat parlent pour eux-mêmes. Et contre Oliveira et Dariush, ça n'a pas été disputé. Ça a vraiment été... c'était dur à regarder tellement il se faisait dominer. Et c'est ça la différence. C'est que, par exemple, Michael Chandler, il affronte aussi des tueurs à gages, mais il a mis KO Hooker, il fait un énorme combat et il prend le premier round contre Oliveira, il fait un énorme combat de l'année contre Justin Gaethje. Donc c'est difficile pour Tony. Moi, la seule ombre au tableau que je vois ici, c'est qu'on commençait déjà à avoir vraiment peur pour la santé de Tony. Moi, j'ai très très peur d'un dénouement ultra sale. Mais jusqu'à maintenant, je ne l'espère pas, mais... Alors, je me permets de couper Big Rusty, je sais que ça ne se fait pas. Mais jusqu'à maintenant, au moins, Tony Ferguson, il n'y a pas eu d'alerte concernant son menton. Malgré la punition qu'il a véritablement encaissée contre Justin Gaethje, c'est plutôt merci à Herb Dean d'avoir arrêté le combat, et puis Tony Ferguson, il y a un moment, le corps a tout simplement lâché, mais il n'y a pas eu de knockdown, enfin, extinction des feux brutale. Et pour Michael Chandler, ce sera un bon test de ce côté-là, en tout cas. Ouais, complètement. Mais ça me fait peur parce que c'est presque pire en fait. Dans le sens, s'il n'a pas perdu son menton, Tony Ferguson, ça veut dire que donc il va pouvoir encaisser plus pendant plus longtemps, et ce qui est pas forcément mieux en fait. C'est un petit peu le fameux, c'est pas le dilemme, mais la manière dont Chuck Liddell a terminé sa carrière, où en gros son corps lâchait immédiatement, son menton lâchait immédiatement, ce qui fait que enfin, vraiment, tu sais, c'est un peu comme dans Astérix, quand Raccourcix, il a mal au ventre, il prend une feuille, c'est terminé, tellement il a mal. Là, c'était un peu pareil, tu vois, dans le sens vraiment. Et alors, d'ailleurs, c'était marrant parce que l'explication de Chuck Liddell par rapport à la perte de son menton, c'était de dire, en fait, mon corps reconnaît que moi, je ne lâcherai pas. Et ça, c'est clair que s'il y a bien un truc qu'on peut reconnaître à Chuck Liddell, entre autres, c'est une légende, mais c'est que mentalement, c'est une machine de guerre, et ça l'a toujours été. Et du coup, en fait, lui, son explication, c'était de dire inconsciemment, mon cerveau, la partie de moi que je ne contrôle pas, sait que je ne lâcherai pas de toute façon le morceau. Donc, en fait, il déconnecte immédiatement quand il y a des chocs répétés à la mâchoire, à la tempe, n'importe quoi qui fait bouger le cerveau à l'intérieur de la boîte crânienne, pour ne pas avoir à encaisser de dommages supplémentaires. Et quelle que soit la raison pour laquelle en tout cas, il avait perdu son menton, ce qui était sûr, c'est qu'effectivement, il ne pouvait plus encaisser le 10e de ce qu'il encaissait lorsqu'il était jeune, mais au moins dans tout ça, ça l'empêchait, comme il y a un arbitre et que c'est du MMA et que c'est très codifié et régulé, ça l'empêchait de prendre des punitions pendant 5 rounds, pendant 3 rounds, où vraiment là, ça aurait été presque encore pire pour sa santé dans le futur. Donc j'en viendrais presque en fait à, si jamais il doit tomber, Tony, à ce que ce se fasse plus rapidement qu'autre chose, quoi. Moi, ce que je trouve intéressant avec ce combat-là, c'est qu'on aura un premier round où je pense qu'on aura tous très 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 peur pour Tony Ferguson, et après, par contre, il pourra s'exprimer, surtout que Michael Chandler a confirmé justement ça dans son run UFC 1, c'est que vraiment, il y a un premier round où c'est la folie absolue, et ensuite, là, les duels s'équilibrent, parce que justement, il y a une dépense d'énergie qui est absolument dingue de son côté. Donc, personnellement, moi je trouve que c'est bien. En plus, c'est un combat pour Tony Ferguson qui fait que, tu vois, on en parlait justement de ça, de cette peur qu'on avait de voir Tony Ferguson se transformer, pas en gatekeeper, mais en tout cas que l'UFC serve de lui comme potentiel rampe de lancement. Là, il affronte quelqu'un qui est mieux classé que lui, qui appartient toujours au gratin, donc quelque part, si Tony Ferguson venait à perdre, ce serait normal, ce serait peut-être la véritable confirmation que, même si on le met face à un profil un petit peu différent,
aujourd'hui, il y a un déclin inéluctable de Tony Ferguson, et s'il venait à gagner, bah, il se replacerait directement dans la course au titre, et de son côté, pour Chandler, ce qui est bien, c'est que ça lui permet d'avoir un nom, et puis surtout, en cas de victoire, il se relance à nouveau vers des combats qui sont un petit peu plus sympas. C'est pour ça que je trouve que, du côté de l'UFC, si ça vient à se confirmer, c'est top pour les deux, c'est vraiment une situation gagnant-gagnant. Ouais, non, complètement. Honnêtement, c'est vraiment... Ah non. Oh, Big Rusty. Oh. Pardon. Just bless yourself, Big Rusty. Just bless yourself. The best is blessed. C'est une situation gagnant-gagnant, ouais. Ouais, c'est absolument une situation gagnant-gagnant. Et ouais, franchement, là, à part le côté on a peur pour la santé de Tony, sinon, que ce soit au niveau du style des deux combattants, au niveau de la manière de là où ils en sont dans leur carrière, enfin, là, tout est impeccable. À part cet énorme bémol de la santé de Tony, mais qui est donc un énorme bémol. Mais ouais, non. Et c'est vrai que stylistiquement, je suis d'accord, hein, c'est clair que il est connu de toute façon pour pouvoir encaisser des punitions et revenir Tony Ferguson. Toute sa carrière, ça a été comme ça. Et il est connu pour son cardio illimité, littéralement, et pour garder en gros les mêmes impacts au fur et à mesure du combat. Donc effectivement, si jamais il survit à ce premier round et qu'il peut commencer à mettre une pression à Michael, ça peut faire des trucs très intéressants, quoi. On croise les doigts pour le mois de mai prochain. Honnêtement, j'ai quelques petits doutes sur la réalisation de ce combat parce que la carte promet déjà d'être assez chargée avec Jiri Prochazka, Glover Teixeira, Oliveira contre Justin Gaethje. Si l'UFC venait à ajouter ce combat-là, clairement la carte serait magnifique, c'est pour Houston, donc on peut toujours espérer, mais c'est peut-être juste ça où j'ai un petit peu de doute. Ces derniers temps, ils ont quand même fait pas mal de management en termes de gros combats pour y faire en sorte que tu vois sur chacune des cartes de pay-per-view numérotées, il y en ait 2 qui soient des bangers absolus. Là, il y en a déjà 2, ce serait un beau cadeau pour les fans, en tout cas on voudrait pas notre plaisir si on pouvait la voir. Rust, c'est terminé pour nous aujourd'hui en tout cas. Big shout à my sweet pea. Sweet protein, wow. Sweet protein. Moins 38% sur tous mes protéines avec le code la sueur. Venom, sponsor de l'UFC. Sponsor de la sueur. Wow. À très vite pour de nouvelles aventures. Si vous nous écoutez sur toutes les plateformes de podcast audio, Apple Podcast, Google Podcast et Spotify, n'hésitez pas à nous mettre les 5 étoiles, ça nous aide énormément. Et puis bien évidemment, si vous nous regardez sur YouTube, 5 étoiles. 5 étoiles 5 étoiles. Les 5 étoiles. Il n'y a pas de liaison, espèce d'enfoiré. Donc, non, c'était pas pour faire le mec. Non, mais je retiens. Retenez bien ça. Et oulala, Big Rusty, là, il est l'heure d'aller se coucher, puis si vous nous regardez sur YouTube, un petit pouce bleu, un petit abonnement. Ça, on dirait, quand on était petit, tu sais, si on avait le malheur de bailler au dîner, passer 10 heures, t'as beau pas être fatigué, les parents, ils étaient non, mais allez, c'est parti, tu vas te coucher. Non, je suis pas fatigué. Non, si, tu vas te coucher. Comme tu pesais genre 25 kilos, bah, de toute façon, on s'en fout de ton avis. Non. Donc, voilà. Ouais. Non, c'est clair. Ça, c'est des moments tragiques. Hein, c'était horrible. Rien que pour ça, vous devriez être content aujourd'hui d'avoir bien grandi parce que, c'était ma hantise. Tu vois, il était là, 21h30, le week-end, si jamais tu fais... t'avais pas le droit à l'erreur, hein. Ouais. Non, la technique, c'était de se baisser pour faire semblant de ramasser un truc. Exactement. Mais surtout qu'il y avait un truc où, moi, je me disais, il y a toujours quelqu'un, en fait, qui était là pour te sniper dès que t'avais le malheur de bailler, tu Généralement, les frères et sœurs. Les frères et sœurs, la tante, la grande-tante, la cousine qui était... il n'y a pas d'amis dans ces cas-là. Hein. Alors on est fatigué. Donc voilà, c'était un petit peu les drames de notre enfance. Vous pouvez voir que c'était pas facile hein, quand on a grandi. Allez, salut les Rusty. I'm fucking coming for you!